Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. C'est saison 2. Je me présente, Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval à Québec. Bienvenue à votre podcast sur la science, la recherche en sciences et ses héros ordinaires qui défendent courageusement les idéaux de la recherche dans nos institutions universitaires, académiques. Aujourd'hui, nous accueillons un homme d'exception. J'ai lu le CV, puis c'est impressionnant, qui incarne, je lui disais dès son arrivée, l'idéal interdisciplinaire académique. Le docteur Julien Poitras est avec nous. Bonjour Julien. Salut Jean-François. Ça va bien? Oui, ça va bien. Un peu gêné de ta présentation, mais ça va. Je t'écoute. Ça va aller, ça va aller. Merci d'être avec nous. Écoutez, même s'il va rester très humble, c'est assuré, là, écoutez bien son parcours, c'est impressionnant. Donc, il marie médecine et art. C'est beau, hein? Prof de médecine, expérience clinique, enseignement, des hauts postes administratifs, direction de programme de médecine d'urgence. Il est en ce moment doyen de la faculté de médecine. Il accumule plusieurs prix. Je ne vous en ferai pas la liste. Et ce n'est pas fini. Je vous avais parlé d'art. Puis, donc, il se consacre aussi à la bande dessinée, à l'édition de beaux livres. Je le mets entre guillemets parce que je pense que c'est important. Et il a sa propre maison d'édition. Ça s'appelle Moelle Graphique. Quel beau nom en passant. Il fait du vélo. Ben oui. Il a été porte-parole d'Accès Transport Viable de 2013 à 2016. Ouf, ça fait beaucoup. Comment avez-vous trouvé du temps pour me rencontrer aujourd'hui? Oui, c'est souvent une question que j'ai, puis c'est une question que ma conjointe me pose souvent également. J'essaie d'optimiser les choses et puis de prendre une journée à la fois. Wow, non, c'est impressionnant. Quel parcours trippant. Donc, d'abord, il y a deux thèmes que j'aimerais aborder avec vous. Commençons par le plus beau des thèmes, l'art. Donc, vous avez remarqué, notre semaine, c'est la semaine sur la conduite responsable. Il y a un sous-titre, La science dont vous êtes le héros. Et le but, c'était de faire un petit clin d'œil à la BD, les super-héros là, qui occupent une place plus qu'importante maintenant, je dirais, dans la culture populaire. Je voyais que dans votre CV que la BD occupe une place importante dans votre vie, dans votre cœur. Vous êtes tombé... comment dans la BD? Amoureux de la BD très jeune, par justement le contact avec des revues. Là. Je vais dans un petit patelin, là, Baie-Sainte-Catherine, dans le comté de Charlevoix. Puis à chaque fin de semaine, on allait voir mes grands-parents à Saint-Siméon, le village un peu plus loin. Puis heureusement, il y avait un restaurant là, qui tenait certaines revues, dont la revue Tintin, puis ensuite la revue Pilote. Donc, je me suis familiarisé avec ces revues-là. À un moment donné, il y a eu également les comics américains qui étaient traduits par les éditions Héritage. Donc, j'ai développé un intérêt pour la bande dessinée à ce moment-là, qui c'est jamais tellement atténué là, avec un parcours au niveau scolaire où j'ai fini par faire un baccalauréat en art visuel, ce qui est la partie art dont tu parlais tout à l'heure. Puis ça vient de cette pulsion-là d'abord de la BD, tout ça? Oui, parce que ça m'avait amené à dessiner. J'ai suivi des cours de dessin au Musée du Québec quand j'avais une douzaine d'années. Puis, les premiers dessins, ça ressemblait à quoi? Du Spirou ou du comic book américain? C'était beaucoup un super-héros, je te dirais, effectivement. Mais ça a varié par la suite. Là, puis je me suis éloigné un peu de ce style-là. Puis je me suis rapproché finalement de l'art avec un grand A, là, avec une formation effectivement en art visuel. Que j'ai apprécié beaucoup. C'est un peu particulier, par exemple, parce que dans ce temps-là, la bande dessinée, on parle des années 90, la bande dessinée n'était pas nécessairement aussi en haut du pavé qu'elle l'est actuellement. C'est vrai, hein? Ça fait que nous, on faisait de la bande dessinée, mais on se cachait, en fait, pour la faire. On se montrait nos trucs à la pause entre les cours. C'était gênant. Je disais de la BD, puis je me cachais pour... Aujourd'hui, on la montre, là, qu'on en lit un peu. Là. Exact. Non, écoute, c'est à ce moment-là, c'était vraiment un peu stigmatisé. On était dans le postmodernisme également en termes d'art. Donc,
on se risquait parfois à mettre un personnage de BD par-ci, par-là, mais vraiment... C'était sûrement très mal vu, là. Exact. Il y a toute la montée du graphic novel qui a aidé un peu à remettre la BD, lui redonner peut-être ses lettres de noblesse. Puis aujourd'hui, on fait moins cette distinction-là. Mais est-ce qu'on fait encore cette distinction-là entre graphic novel puis BD, comic book? Bon, le roman graphique, mais c'est ça. Il y a même des discussions au niveau des exégètes de la bande dessinée là, en tant que telle. Mais effectivement, moi, je fais peu de distinction. Là. La bande dessinée, il y en a vraiment pour tous les styles et pour tous les goûts. L'important, c'est que les gens se retrouvent là-dedans. Dans un certain Vraiment. Puis aujourd'hui, il y a de la BD québécoise. Il y en a beaucoup. Là, J'ai tellement lu de BD dans ma vie, mais je me suis rendu compte assez récemment que je lisais la BD, puis là, ça va vous faire mal, Julien, sans regarder les images, les dessins. Ah, ouais. Je lisais ça là, comme on lisait un roman, c'est-à-dire, c'est intéressant cette histoire-là, change de page, boum, boum. Ça va vite une BD, ça se lit en 10 minutes, jusqu'à temps que je vois un de mes amis dessiner des planches, une à une, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai. Il faut qu'il dessine chaque case. Ça fait mal, non? Effectivement. Puis écoute, on est encore un peu stigmatisé par ça, parce que je te dirais que la critique de bande dessinée est une critique qui est encore très littéraire, dans le sens qu'on critique le récit, l'histoire. C'est vrai, hein, le scénario. Exact. Mais les dessins, oui, bon, on va dire, bon, c'est des super beaux dessins, etc., mais la bande dessinée n'est pas un langage uniquement écrit. Il y a tout ce lien-là entre les deux. Puis il y a encore, à mon sens, une culture de la critique de la bande dessinée qui reste à développer. Ce qui fait en sorte que moi, j'aime bien les histoires qui n'ont pas de texte, justement, dans le sens qu'il y a moyen... T'obliges à comprendre par le récit. Il y a moyen de raconter un récit sans passer par le texte. Et moi, c'est un élément que j'essaie de pousser beaucoup au niveau de la bande dessinée, là, de nous sortir un petit peu du carcan littéraire. Actuellement, il y a beaucoup de bandes dessinées qui sont appréciées par les critiques. Ce sont des romans qui ont été transférés en bande dessinée, etc. Oui, c'est intéressant, mais il n'y a pas juste ça. C'est un champ d'expression artistique qui est beaucoup plus vaste. Et ça, je pense qu'il faut que nos critiques littéraires en bande dessinée là, évoluent dans ce sens. Oui, faire un effort. Aujourd'hui, quand je lis des BD, souvent, je fais l'effort Je la lis une fois parce que c'est un réflexe là, de le lire vite. Puis après ça, je la feuillette doucement, sans même lire les textes, juste regarder chaque dessin, chaque beau dessin. Maintenant, sur les applications aussi, on peut avoir on clique sur le dessin, puis on le plein écran, puis on peut voir le travail qui se cache derrière. Puis ça doit vous toucher encore de voir le travail qui se passe derrière. Là. Tout à fait. Puis ça, c'est un peu ce qui m'a amené aussi à l'édition éventuellement, parce que moi, j'étais en contact lors de ma formation en art visuel avec plusieurs artistes de bande dessinée qui n'avaient pas été vraiment publiés. Là, on se montrait nos choses, comme je t'expliquais, puis il n'y avait pas vraiment de médium, de maison d'édition qui publiait de bande dessinée, en tout cas pas de façon très régulière. Donc, à la fin autour des années 2005, je me suis dit, bon, ça pourrait être intéressant à ce moment-là de ressortir des boulamites, ces choses-là que j'ai vues, puis moi, qui m'ont fait triper. Là. Je pense entre autres à des trucs d'André-Philippe Côté, qui est caricaturiste au soleil, là, qui a fait des bandes dessinées extraordinaires plus jeunes. Fait que cette idée-là de maison d'édition a permis de ressortir certains de ces artistes-là et de les faire connaître. Fait que c'était un peu la mission initiale. Là, pour regrouper, pour essayer de faire des beaux livres. Ça revenait là, dans les descriptions que je voyais de vous. Pourquoi faire des beaux livres? Surtout aujourd'hui, c'est une idée. Moi, je garde l'odeur encore des vieux livres là, à la bibliothèque. Là. J'avais tombé sur un livre qu'on était obligé d'ouvrir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des livres qu'on était obligé d'ouvrir avec un coupe-papier. Les pages avaient été pliées. Ça m'avait marqué. Moi, j'aime les beaux livres, mais vous, c'est arrivé comment ce désir-là de... En fait, c'est beau, c'est parce que cette maison d'édition-là, initialement, c'était vraiment des livres que je fabriquais à la main. C'était l'idée... À la main? Oui, c'est moi qui imprimais. J'en fais encore un peu, mais imprimer, relier. J'ai appris à relier des livres. Donc, à ce moment-là, bien entendu, on parlait de tirage de quelques dizaines d'exemplaires. Mais c'était l'intérêt, donc, de développer un objet qui est intéressant. Donc, oui, la bande dessinée à l'intérieur, mais comment est-ce que le contenant, au-delà du contenu, peut supporter le propos de l'auteur? Comment est-ce que les deux peuvent jouer ensemble et venir vraiment à résonner un peu dans le même sens, de supporter le récit par la forme même de l'objet. C'est un peu un héritage également de ma formation en art visuel, parce que j'avais fait des livres dans ce temps-là également. Puis, comme objet? Comme objet, effectivement. Oui. Objet unique avec des reliures particulières. Donc, c'était l'idée également de l'art dans la bande dessinée, parce qu'au-delà de l'aspect commercial de la bande dessinée, de publier des bandes dessinées à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, il reste qu'il y a quelqu'un qui s'assoit devant une feuille de papier à un moment donné puis qui crée une œuvre d'art. Donc, c'est
comment dire, mettre en évidence cet aspect-là que c'est aussi un livre, une bande dessinée est aussi une œuvre d'art. Oui, parce que souvent, les BD, en tout cas, moi, je vois que le souci du livre est souvent pas là. Des gros compendiums là, qui pèsent une tonne, tu as de la difficulté à tenir même dans tes bras. Il faut souvent que tu accouches sur la table en face de toi. Sinon, le souci, entre ce que vous me décrivez là, puis ce que je constate, il y a vraiment une dissonance ou une vraie grande différence. Tout à fait. C'est un petit peu la dualité. Puis il y a des livres qui se sont écrits là-dessus, justement, sur un peu la double personnalité de la bande dessinée, cet aspect-là très commercial qui est important, donc qui fait vivre des éditeurs et tout un marché de la bande dessinée qui est assez sain, en fait, là, qui fonctionne bien actuellement dans nos pays, mais également cet aspect-là artistique là, qui parfois s'efface devant l'aspect commercial. Et c'était l'idée de faire ressortir ce travail-là d'artiste qui est sous-jacent à la bande dessinée. Trippant. Je regardais des planches de toi aussi en me préparant. Ils sont assez rares là, quand même. Je regardais sur Internet les planches qu'on pouvait trouver. Je ne sais pas si c'est justement protégé, tout ça. Je regardais ton style aussi. J'essayais de voir d'où ça venait. J'ai regardé la planche, évidemment, que tu nous as proposée pour notre semaine sur la conduite responsable. On y reviendra un peu plus tard. Là. Mais le style, c'était... il y avait... C'est ça, des fois, ça faisait très BD, très loin de la réalité, mais des fois, c'est quasiment photographique. C'est d'où ça vient, cette... Oui, en fait, ça a l'air un peu particulier, mais je fais un lien un petit peu entre la médecine et la bande dessinée pendant puis la formation en art. Oui. J'étais intéressé par le corps humain dans ma formation en art plastique, en art visuel. Et puis, cette idée-là du corps et pas juste le corps en surface, mais également ce qui le compose, les os sous-jacents, les structures sous-jacentes. Donc, je travaillais déjà dans ce sens-là. Puis, c'est une partie aussi de mon attirance envers la médecine. Puis à un moment donné, j'ai flirté avec l'idée même de la radiologie, là, qui présente des images finalement graphiques donc, du corps humain. Et, le graphique, ça vient de là. Oui, c'est un petit peu des choses, c'est ça, des concepts avec lesquels j'ai joué. Et puis, donc, du côté de ce que je fais actuellement en bande dessinée, donc, il reste que le corps humain est souvent central à ce niveau-là, là, qui peut être traité de différentes façons. Et puis, je suis parfois dans le fantastique, dans la science-fiction, mais également des œuvres, j'appellerais la bande dessinée pour le projet de la conduite responsable en recherche, plus une commande, entre guillemets, mais c'est des choses moi, qui me sont agréables à faire, parce qu'il y a quand même un défi autour de ça. Puis, le traitement graphique, comme tu le dis, reste très, très réaliste. Puis ça, j'aime bien cet aspect-là. Là. Je suis plus autour de l'aspect photographique, en fait, des images. C'est vraiment intéressant. Vous irez voir la planche en question. On l'a mis sur notre site sur la conduite responsable. C'était un beau projet, mais quand on a proposé ça au début, on va lui demander, il pourrait peut-être nous faire une planche. Ah oui, il y a quelqu'un qui peut nous faire des planches de BD. Ah oui, c'est le doyen de la faculté de médecine, pourrait nous faire ça. Ben voyons donc, j'ai hâte de voir ça. Puis c'est récemment, j'ai manqué la dernière réunion, puis Judith me dit, ah non, la planche est rentrée, c'est super beau. Je suis allé voir ça. J'étais vraiment impressionné de voir. C'était quoi l'idée, les concepts, sur quoi vous avez accroché? C'était quoi le. Bon, j'avais averti Judith que ça ne serait pas une bande dessinée avec des personnages avec des gros nez, là, dans le contexte où c'est pas mon style. Et puis, bon, écoute, c'est de jouer avec certaines idées. À un moment donné, c'est que tu laisses les choses aller. Là, c'est très fini, là, bien entendu, comme dessin, mais bon, tu fais quelques croquis très, très, très rapides. Puis à un moment donné, les choses se placent, puis tu viens complexifier les choses. À un moment donné, tu pars avec certaines idées, puis tu réfléchis autour de ça, mais tu te dis, ça pourrait être intéressant également d'aller dans cette direction-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, sans dévoiler, il n'y a pas tant de punch que ça, mais on aborde plusieurs, sur une planche, on aborde quand même plusieurs éléments là, qui touchent la recherche, toute l'idée de la compétition par rapport aux subventions. Oui, c'est ça que j'ai... On dirait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient là. Les personnages, on peut-tu les nommer? Oui, pas de problème. Sais-tu... moi, je sais pas, j'ai pas eu la confirmation encore. Moi, j'avais reconnu Rémi Quirion. Oui, tout à fait. C'est ça? Puis Eugénie, ça se peut-tu? Tout à fait. Voilà. Eugénie est au courant, puis elle m'a donné ça. Oui, elle a donné ça OK. Non, c'est ça, c'est une course automobile, le récit. Mm-hmm. Puis...
il y a beaucoup de pression, on essaie d'aller vite, puis tassez-vous de là. Mhm. Donc, les liens avec la recherche, la médecine est là aussi. On va vite. En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Puis on va vite, mais on attend aussi souvent après les hockey, On comité attend après les d'éthique, hockey, etc. puis une fois Puis, qu'on les a, on va vite, vite, ouais, vite. ouais. Puis à la fin, spoiler ou on le dit-tu? On le dit. Non, je ne dirais pas ça. Par exemple. Voilà. On le dira pas. Charles, j'ai posé la question. J'allais le dire. Non, vous irez voir la belle fin qui est une belle leçon, qui a des beaux liens avec notre semaine sur la conduite responsable en Mais recherche. sans voler le punch, je pense qu'on retrouve à ce moment-là, on se recentre en fait sur les valeurs d'écologie, les valeurs, la nature, etc. Donc, comment faire de la recherche sans tout scraper autour de nous, finalement. Je pense que c'est un peu un des messages. Oui, c'est exactement le message que j'avais noté ici, puis qui était bien entouré, mais j'en dirai pas plus. Puis vous irez lire la planche en question. Là. C'est beau, c'est simple, c'est drôle aussi. Mhm. J'ai trouvé ça très amusant. Puis ça illustre bien, je trouve que c'est intéressant là, comme idée. On fait ces semaines-là, ces congrès-là, on fait ça à chaque année. On essaie de donner un souffle. Puis justement, le souffle de cette BD-là nous a donné un second souffle en pleine pandémie, là, parler un peu de ça. On le voit là, visuellement, il y a quelque chose qui se passe. Ça enseigne sans nécessairement tout dire. Là. Tant mieux. Écoute, bien content que ça a été reçu positivement. Puis comme j'avais mentionné juste également, là, l'idée c'est de s'amuser un peu à travers ça. Là. Puis je suis bien heureux de voir qu'effectivement les gens ils voient rire également à l'intérieur de ce qui est présenté. Ben oui. Je voulais parler aussi d'un deuxième thème de la recherche en sciences. Mm-hmm. De la recherche clinique aussi, là, vous connaissez bien ça. En tant que doyen, vous voyez aussi circuler vos chercheurs, des chercheurs un peu autour de vous. La recherche, c'est difficile, ça y est de la pression. Il y en a plusieurs qui consacrent des heures, leur vie. Puis les questions posées en recherche ne cessent de se renouveler. La COVID nous a bien montré qu'on avait besoin de savoir scientifique de ce champ-là. En tout cas, le champ de la recherche en médecine, c'est tout à coup démontrant encore une fois sa pertinence. Pourquoi ça vous intéresse la recherche clinique, la médecine? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Ben, c'est certain que c'est une fonction essentielle de notre institution d'abord, là, de nos facultés. Donc, cette idée d'enseignement et de recherche, de formation à la recherche, je pense que c'est extrêmement important. Puis c'est cette idée-là, donc, d'amener de l'innovation, d'amener des solutions aux grands problèmes du monde. Là, je pense que c'est quelque chose qui reste à la base là, extrêmement important. C'est sûr que, comme tu le disais, le cadre est quand même difficile. Je regarde effectivement nos chercheurs qui travaillent parfois pendant plusieurs mois pour aller chercher une subvention avec un taux de résultat là, qui est pas à 100%. Non, vraiment pas. C'est autour de 10 à 20%. Donc, des fois, des efforts qui sont anéantis par une réponse négative. Donc, on recommence, on se reprend pour l'année suivante, mais c'est vraiment un investissement important en termes de temps, en termes d'efforts, avec souvent donc des chercheurs qui ont des équipes assez importantes. Et là, ben, la continuité de ces équipes-là dépend également de l'entrée de subventions. Donc, c'est des situations donc, qui sont sérieuses et qui certainement prennent l'attention des doyens là, et doyennes là, qui sont aux commandes de nos facultés. Vraiment, peut-être une question un peu plus délicate, difficile autour de vous avec ces pressions-là, cette difficulté-là, courir après des subventions. Il y en a juste un sur deux. On voit que il y a quelque chose de précieux là, de rare, puis on joue un peu du coude pour essayer d'aller chercher ça. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des histoires autour de vous? Qu'est-ce qu'on raconte sur peut-être des maladresses qui parfois peuvent être commis par des personnes, peut-être des comportements sans, je ne peux pointer du doigt personne, mais des tentations à des fois tourner peut-être les coins ronds. On peut peut-être faire des parallèles aussi avec ce qui se passe en médecine là, lorsqu'on accroît la pression, lorsqu'on réduit les ressources, lorsqu'on réduit le temps. À un moment donné, les humains sont humains, ça se peut qu'on... Oui, ben effectivement, écoute, tu décris bien la pression. Je pense de façon générale, moi, à la base, pour moi, les gens sont tous de bonne volonté, mais effectivement, on est dans des contextes particuliers. Moi, je fais beaucoup le parallèle également avec ce qui se passe dans nos établissements hospitaliers. Puis, tu sais, il y a un élément qui ressort beaucoup dans les dernières années.
puis qu'on pourrait probablement, certainement mieux enseigner à nos étudiants. C'est qu'il n'y a personne de parfait, puis tout le monde fait des erreurs. En médecine, dans les sciences de la santé, on recrute souvent des étudiants qui ont un haut niveau de performance, qui ont réussi dans tout ce qu'ils ont entrepris, mais la réalité, c'est qu'une fois qu'ils sont dans un milieu professionnel, le travail devient un travail d'équipe, et puis c'est un travail qui est beaucoup sous pression, puis que tu fasses à peu près n'importe quoi, éventuellement, il va y avoir des effets indésirables qui vont arriver chez des patients. Il y a des effets secondaires à des médicaments que tu prescris, puis c'est pas parce que tu voulais que cet effet, tu voulais pas que cet effet-là arrive. Donc, certains patients vont en souffrir, certains vont en mourir. Donc, ça, c'est une réalité qui est une confrontation quand même importante pour quelqu'un qui est performant, qui accepte difficilement l'erreur, qui souhaite exceller dans tout, reconnaître cette... Fait qu'il faut reconnaître ça. Puis l'importance également pour nos systèmes de soins, c'est vraiment d'être capable de nommer ces choses-là, de ne pas les cacher en dessous du tapis. Parce qu'à un moment donné, il faut apprendre de ces erreurs-là. Donc, s'il y a une situation qui se présente et qu'un patient donc, ressort avec un effet indésirable, il faut être capable d'aborder cette situation-là, de corriger les choses, de mettre en place des garde-fous qui vont prévenir donc une récidive. Et si on n'en parle pas puis on cache en dessous du tapis, bien là, cette prévention-là ne pourra pas prendre forme. Puis je vois un petit peu la même chose, moi, du côté de la conduite responsable en recherche. À un moment donné... Vraiment, je le voyais aussi. Ça se complique d'année en année, on s'entend là-dessus. Il y a des règles qui s'ajoutent régulièrement. Et puis, à un moment donné, ça peut être normal, à un moment donné, par ignorance ou sans mauvaise foi. Comme maladresse, des fois, c'est juste ça. Tu te ramasses dans une situation qui est problématique. Ben, je pense que c'est de nommer cette situation-là, puis de l'aborder, puis de mettre en place à ce moment-là encore là des garde-fous qui vont prévenir que d'autres se retrouvent dans cette même situation. Pour résoudre le problème, il faut d'abord reconnaître qu'il y a eu un problème. Même chose pour reconnaître, pour résoudre les problèmes qui découlent d'une erreur, il faut reconnaître qu'il y a eu erreur d'abord, puis après ça, on met en place... d'abord, on tente de solutionner le problème, puis après ça, on met en place des garde-fous pour éviter que cette erreur-là se reproduise à nouveau. Je pense que le parallèle avec la recherche, il est bon. Oui, tout à fait. Puis écoute, c'est tout le principe de ce qu'on appelle la sécurité des soins, l'amélioration de la qualité. Puis moi, je vois effectivement des parallèles possibles avec la recherche où on vise à faire mieux également, puis à développer des façons de faire là, qui soient de plus en plus performantes dans le bon sens, pas nécessairement par la pression, mais qui s'assurent de balises éthiques, de balises là, qui rendent la chose le plus adéquate en fonction de l'évolution de nos sociétés. Là. Dans un discours auquel j'ai eu accès, parce que vous avez donné récemment une conférence, je voyais que le terme de l'humilité revenait dans votre discours. Est-ce que c'est pas mal dans cet esprit-là qu'on parle d'humilité, la reconnaissance des erreurs, le devoir de reconnaître ses erreurs, de les corriger? Oui, bien, c'était beaucoup dans ce sens-là que je l'amenais, effectivement. L'humilité également, donc, de reconnaître que tu ne sais pas tout, que certaines choses que tu ne contrôles pas vont arriver. Mais c'est l'humilité également de reconnaître l'importance du travail en interprofessionnalisme. Si on parle donc spécifiquement là, du travail clinique, si on doit être capable de travailler avec d'autres professionnels de la santé qui viennent compléter l'équipe et de travailler également surtout avec les patients. Donc, il y a une nouvelle réalité là, de patients partenaires. Comment est-ce qu'on est capable d'en arriver à une décision partagée par rapport à une proposition d'un examen, proposition d'un traitement qu'on va donner à un patient? Comment est-ce qu'on l'informe pour qu'il puisse suffisamment comprendre ce qu'on lui propose pour interagir avec nous et à ce moment-là, on arrive avec la meilleure décision qui est vraiment adaptée en fonction de sa réalité propre, de la réalité de sa famille, de ses proches et qui ne sera peut-être pas nécessairement la chose qui était prescrite là, par le textbook qui nous disait qu'on aurait dû faire ça. Mais le patient, lui, donc dans sa réalité, ça n'a pas de sens. Puis effectivement, on pourrait parler d'acharnement thérapeutique, qui est un exemple. À quelque part, quand est-ce qu'on est capable de s'arrêter, quand est-ce qu'on est capable aussi de convenir avec un patient, donc de la meilleure conduite. Et puis, cette idée-là, je pense, de travail en équipe est importante aussi en recherche. On introduit beaucoup des patients, donc des citoyens au niveau donc, de la conception de nos approches en recherche, de la conception de nos projets de recherche, du suivi également de ces projets-là. Donc, cette idée-là de collaboration à l'intérieur de la sphère d'activité recherche est extrêmement importante également. Puis, à mon sens, est aussi une prévention par rapport à la conduite responsable en recherche. À un moment donné, c'est plus juste le chercheur tout seul dans son auto qui pèse sur le gaz, pour faire une référence à ma planche en bande dessinée, mais c'est également une équipe, c'est également des gens qui sont là pour le conseiller, qu'on pense à nos comités d'éthique et autres. Et cette idée-là... qui visent les uns sur les autres, parce que si on admet qu'on est faillible individuellement, collectivement, on est là aussi pour être s'appuyer. S'appuyer, aider les autres, s'assurer de corriger les failles. C'est intéressant. L'humilité, ça reviendra. En tout cas, c'est un thème qui a été annoncé. Je ne sais pas à quel point on va l'aborder encore dans votre
dans votre discours de clôture, mais c'est une promesse, du moins, qu'on a faite à nos participants. L'idée que nous sommes faillibles, je le voyais dans le discours. J'avais pris des notes sur le discours. Nous sommes faillibles, on fait des erreurs. Je pense que le parallèle, il est là, avec la recherche, la médecine. C'est cette humilité-là qui est peut-être nécessaire dans les deux sphères. L'idée d'être faillible, reconnaître ces failles-là, reconnaître qu'on fait des erreurs, les assumer de façon responsable. Pas juste appliquer le textbook, comme vous disiez. Je trouvais ça intéressant. En éthique, il y a ça aussi, l'idée de jugement. Un jugement, c'est un peu ça, l'idée de prendre la théorie en place, mais l'appliquer à un cas concret, pratique. C'est de moduler, c'est en fonction de la personne qui est devant toi. Oui, devant la situation, il y a un contexte qui entoure cette personne, il y a une personne qui est unique, puis prendre la meilleure décision possible, même si des fois, il y a des erreurs, puis il faudra en assumer les conséquences. Tant qu'à parler de ce discours-là, je pense qu'un des éléments également que j'amène et qui est important, à mon sens, autant du côté de la pratique clinique que du côté de la recherche, c'est de prendre du temps également pour soi là, dans le contexte. On dit comment que c'est difficile, mais on est dans le domaine de la santé, puis parfois nos gens se ramassent dans des situations où ils ne sont pas en santé. Un chercheur qui prépare une demande de subvention, mais il y a moyen également d'amener quand même un certain équilibre dans sa vie, là, puis qui ne passe pas 20 heures sur 24 là, à travailler sur son protocole. Il y a une culture de ça aussi. Je ne sais pas si c'est aussi en médecine, c'est la même chose, mais souvent à l'université, je trouve qu'il y a la culture du travail et du surtravail. Puis je suis donc dépassé, je suis donc surchargé. Je trouve qu'on entretient aussi cette culture-là. Je ne suis pas sûr que c'est si sain que ça de le répéter ad nauseam comme ça, quoi. On est si surchargé. Prenez une pause. C'est parce qu'à un moment donné, on devrait être des modèles de santé. Là. Moi, quand je vois un patient dans mon bureau ou à l'urgence, puis j'espère que c'est la même chose pour d'autres professionnels, ce patient-là devrait pouvoir reconnaître devant lui quelqu'un qui est en santé. Puis si je dois donner des conseils à quelqu'un par rapport au tabagisme, etc., mais à quelque part, je présume qu'il s'attend que moi aussi, donc je respecte ces consignes-là et puis que je démontre cette image-là de santé. Donc, je pense que c'est important, donc, comment conserver à l'intérieur de cette course aux subventions, donc un certain rythme de vie qui permet de faire du sport, de changer les idées. C'est toute la question de la diversité également qu'on met beaucoup de l'avant dans nos formations, parce qu'à un moment donné, tu dois avoir toutes sortes de mondes, tu dois accepter également que toutes sortes de mondes se côtoient sur la planète et que ta façon de les aborder ne sera pas la même parce que ces gens sont différents, ont des cultures, ont une réalité sociale qui est différente. Et à ce niveau-là, donc, je pense que c'est important pour les chercheurs de garder une diversité d'intérêts. Puis j'aurais l'humilité de dire que c'est probablement là que tu vas peut-être aller chercher même tes meilleures idées à un moment donné, justement, en te rapprochant des autres, même s'ils sont différents. La collaboration entre les chercheurs qui est extrêmement importante. Oui, la jonction des disciplines, c'est ça, des différents intérêts. Ça t'amène de nouvelles perspectives que tu n'avais pas vues nécessairement, puis qui vont peut-être déboucher vers des projets super intéressants qui vont être innovants. Donc, cet aspect-là d'ouverture aux autres, de prendre le temps, puis d'être capable d'avoir un certain équilibre dans ta vie, de rester en santé. Et de rester humble. Je voyais aussi l'expression dans votre discours, une chape d'humilité. Ouais. Pas une cape, là. La vraie chape qui nous protège quand on va se faire prendre des... Ça, c'est la comparaison, parce qu'on parle du discours qui a été donné pour la cérémonie des sarraux, où on remet à nos étudiants en médecine un sarrau. Donc, c'est un signe... pour nous, de professionnalisme, c'est l'étudiant... On leur remet un sarrau, un beau sarrau blanc, un beau sarrau brodé à leur nom. Puis l'idée, c'est qu'ils le portent. Et on leur remet ça au moment où ils commencent l'exposition en clinique. Donc ça veut dire que quand tu as eu ton sarrau demain matin, tu t'en vas à l'hôpital, tu as ton sarrau, ton nom est là. Donc ça représente quelque chose. Puis pour nous, c'est le professionnalisme. Donc comment tu vas être capable d'interagir avec la personne de façon respectueuse, que tu vas intégrer un petit peu les différents aspects que je parlais tout à l'heure. Et cette idée-là, donc, c'est un sarrau, mais c'est également une chape d'humilité dans le contexte de reconnaître que tu peux faire des erreurs, de reconnaître que tu n'es pas parfait et de ne pas te placer également au-dessus des autres professionnels qui travaillent autour de toi ou des gens que tu vas rencontrer là, comme patient. Fait que c'est un peu cette idée-là. Puis je pense que très inspirant. Le chapeau, la chape peut faire bien du monde. Là. La chape peut faire bien du monde, certain. Très inspirant, Julien. J'ai vraiment hâte d'entendre la conférence. Ah, tu me mets de la pression pas mal. Non,
j'ai vraiment hâte. En plus, ça clôt notre semaine sur la conduite responsable. Là. Si ces thèmes-là reviennent, c'est super intéressant. Ne serait-ce que montrer aussi le parcours multidisciplinaire, artiste, montrer qu'on peut aussi sortir de notre zone de confort, parler de l'humilité en recherche. C'est sûr que c'est important de le rappeler aux chercheurs, là, que oui, on tente d'accomplir des choses extraordinaires, mais en même temps, il faut rester humble dans ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire aussi. Oui, puis en fait, de façon générale, comme on dit souvent également à nos étudiants, ce que vous apprenez dans vos textbooks actuellement, dans 10 ans, là, la plupart de ces choses-là ne seront plus vraies et ça va avoir changé. Là, c'est un peu la recherche qui amène ces changements-là, qui nous fait découvrir d'autres choses. C'est intéressant. C'est pas parce que c'est là et que ça va disparaître que c'est pas vrai en ce moment. Exact, c'est une vérité qui est là, qui est temporaire, qui doit justement évoluer. Tout à fait. Donc, l'humilité, c'est ça également, de ce qu'on considère comme étant vrai actuellement, dans quelques années, ne le sera plus. Puis, comme clinicien d'un certain âge, c'est sûr qu'on le vit. Là, on avait une réalité différente en termes de traitement, en termes de nos approches il y a quelques années. Ça change sur 50 ans, on imagine. Ça change très vite. Là, ça fait pas 50 ans que je suis en pratique. Non, je voulais pas dire des fausses impressions. Je voulais pas dire ça. Je voulais pas dire ça. Je parlais des différentes générations là, qui fréquentaient les milieux médicaux. Écoutez, docteur Julien Poitras, médecin, artiste, doyen, cycliste, sera avec nous vendredi, ce sera le 6 mai, à 13h30. Donc, pour prendre un café, un dessert avec nous. Un café-dessert, ça va? Ça va? C'est bon, je vais être là. C'est café décaféiné pour moi, mais il n'y a pas de problème. Pour la conférence de clôture, nous allons également remettre lors de cette rencontre le prix de notre concours de BD, parce qu'il y a un concours de BD cette année, inspiré justement par le thème, la science dont vous êtes le héros. Et tout ça, c'est vendredi le 6 mai. Ce sera à 13h30. Profitez aussi du reste de notre programmation du 2 au 6 mai. C'est en ligne, c'est gratuit. Donc, venez nous voir, entre guillemets, plein d'invités tripants, inspirants, comme Julien. Et ce sera un rendez-vous. Voilà, c'est tout. Allez voir les infos sur notre site sur la conduite responsable en recherche de l'Université Laval. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La science dont vous êtes le héros. Votre hôte Jean-François Sénéchal et notre invité Julien Poitras. Merci encore, Julien. Merci, Jean-François. C'était fort agréable. Tiens, concluons avec cette formule classique de la BD qui illustre bien cette humilité dont nous avons parlé. C'est dans Spider-Man, mais j'aurais pu vous citer bien des philosophes qui disent à peu près la même chose. With great powers come great responsibility. Donc, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Merci à Julien Poitras. Honneur de vous recevoir, Julien. Et pour les autres, on se revoit au prochain épisode. Allez, bye-bye. J'ai déjà utilisé d'ailleurs cette citation-là dans un de mes discours pour la cérémonie des sarraux, mais pas l'année passée, je crois. C'est vrai. Oui. Bon. Mais non, ça s'applique très bien. Oui, c'est ça. Je regardais le discours, l'humilité. Je me suis dit, on cherchait des références de super-héros. La plus classique, c'est peut-être celle-là. Ouais.